Bien, je vous propose donc de démarrer les hostilités, car c'est bien de ça dont il s'agit donc aujourd'hui. Je vous remercie d'être aussi nombreux à ce webinaire qui est donc consacré à ChatGPT. Alors, je le prononcerai à la française, hein, que les Québécois me pardonnent. Un sujet, bien sûr, dont beaucoup de monde parle actuellement. Et on va essayer, si vous voulez, de vous apporter, parce que j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir l'aide de Thierry Mangin, qui va apporter donc sa perception donc, du sujet, qui est une perception que je crois très pertinente, bien que je ne sois absolument pas d'accord avec ce qu'il va dire. Bon, c'est un sujet donc vraiment que l'on voit un peu partout. On a dit beaucoup de bêtises. Je crois que ça valait la peine vraiment d'insister dessus parce que je crois que c'est un péril très grave que nous avons devant nous et que si on n'y prend pas garde, eh bien, on aura des gros problèmes par la suite. Hein. Et je vais essayer, en tout cas, c'est ce que je vais essayer donc de démontrer. Alors, si vous le voulez bien, je vais attaquer donc le sujet. Bien. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons suivre comme sommaire, comme d'habitude? Eh bien, on va parler un petit peu de la genèse donc du système, donc ce qu'on appelle de ChatGPT, qui est en fait issu d'une famille de produits qu'on appelle les générative AI, les génératifs, donc les outils qui génèrent quelque chose. Hein. On va regarder un petit peu le rôle un peu dangereux, moi je trouve en tout cas, des GAFAM là-dedans, toujours pareil, hein, car ChatGPT a été créé quand même à l'origine, dans les années 2015, par Elon Musk, et puis d'autres, Sam Altman, hein, qui est un, on va dire, un investisseur pertinent dans le monde des nouvelles technologies, en particulier sur l'intelligence artificielle. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Moi, je présenterai la mécanique donc, de ChatGPT. On va faire une démonstration qu'on vous a préparée donc, en direct hein, de ChatGPT, avec deux questions, on le verra tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas non plus en mettre de trop. Hein. On va regarder ce que permet de faire ChatGPT, et c'est en fait surtout ce qui est très gênant, mais est capable donc de faire. Et avant qu'il soit trop tard, bien entendu, donc, et là on va écouter donc la position donc, de Thierry Mangin, qui lui se place donc, on va dire, à un niveau un peu plus élevé, et finalement il se dit, d'après ce que j'ai compris, hein, il dit qu'au fond tout ça est assez inéluctable, et c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement hein, sur le phénomène donc, du ChatGPT, mais que ça va beaucoup plus loin. Donc, on va traiter un certain nombre de domaines. Et par exemple, on va essayer de répondre aux questions, est-ce que ChatGPT est le symbole de l'impérialisme américain? Moi, je pense que oui, et je vais vous le démontrer un peu plus loin. Est-ce qu'il est dangereux? Terriblement dangereux, au point que je pense qu'il faudrait l'interdire. Parce que déjà, que l'on accumule les handicaps dans la formation et l'éducation de nos enfants, alors en plus, avec ce machin-là, je veux dire, plus personne ne saura rien sur rien. Donc, je pense qu'il est quand même temps, dans un premier temps, en tout cas, de prendre conscience donc, du danger, et puis ensuite de prendre des dispositions pour essayer, sinon d'interdire, du tout moins de le contrôler. Est-ce qu'il est inéluctable? Je pense que oui. Parce que malheureusement, les investissements qui ont été consentis autour de ça sur OpenAI depuis 2015 sont importants. Le chiffre d'affaires de la compagnie, donc l'année prochaine, non, cette année, en 2023, devait être de plus d'1 milliard de dollars, 4 fois plus que l'année précédente. Et donc, ça va monter d'une manière exponentielle. Hein. Et donc, ça sera extrêmement difficile. Et c'est la panique. La panique est au point qu'on a appris il n'y a pas si longtemps que, par exemple, en France, le ministère de l'Éducation nationale se pose des questions sur l'interdiction. Mais je ne sais pas trop comment il va faire. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et est-ce qu'il est intelligent? Je vous dis que non. Encore une fois, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose d'intelligent. Et plus tard, en tout cas, j'essaierai donc de démontrer. Alors d'abord, le premier point, c'est, on va dire, la genèse donc, de l'affaire. La genèse, c'est-à-dire que quand on regarde bien les choses, moi je crois que c'est véritablement, non pas la conclusion, mais c'est l'acheminement vers, on va dire, une prédominance qui est une prédominance nord-américaine. Et donc, pour les non-nord-américains, ça peut être quelque chose qui est considéré comme assez pénible. Alors, regarde bien, à la fin des années 60, on a vu arriver donc ARPANET. ARPANET était un réseau qui, à l'origine, n'était pas fait pour ce qu'il est devenu après. Hein, c'était simplement pour connecter quelques universités et centres militaires. Et ensuite, on a vu arriver Internet.
Internet avec une domination donc, américaine à travers les agences américaines et puis également les universités. Et ce n'est que la création et l'invention d'HTML en 1989 par Tim Berners-Lee qui a un petit peu rompu cette cinématique. C'est très américain tout ça. Là-dessus, les GAFAM, si vous préférez, se sont donc introduits avec un commerce éhonté donc, de nos données. Hein, il faut bien appeler les choses par leur nom. Et donc, voilà, ils sont extrêmement présents là-dessus. Alors, au sujet d'OpenAI, qui a donné donc la création donc, de ChatGPT, OpenAI, donc né à peu près en 2015. En 2018, la compagnie est devenue, alors au départ, c'était une compagnie qui faisait de la recherche, c'est tout. En 2018, c'est devenu une compagnie commerciale. Et Microsoft a pris donc les rênes, hein, puisque c'est lui qui a le plus investi, avec des milliards de dollars également là-dedans. Et donc, on a fait un outil dont il a l'exclusivité aujourd'hui. Alors, on ne sait pas très bien, en fait, quels sont les termes exacts de ce contrat. Probablement que, disons, Microsoft vendra la technologie ChatGPT, mais également, d'une manière plus générale, les GPT, hein, GPT-3, GPT-4 maintenant, et donc à d'autres compagnies qui vont vouloir introduire et insérer cette technologie dans leurs propres produits. Bon. Donc, le rôle de Microsoft, qui a d'ailleurs annoncé il n'y a pas longtemps qu'il allait donc insérer et intégrer la technologie, donc ChatGPT, dans Office et également dans le moteur Bing, par exemple, et sur Azure plus particulièrement. Donc, on voit quand même comment est en train de se construire un univers basé non pas sur de l'intelligence, mais sur des algorithmes qui se réfèrent à l'intelligence artificielle. Et donc, au fond, à partir du moment où vous créez avec les moteurs de recherche, vous allez rechercher ce qui vous semble bon d'aller rechercher, mais que après, c'est vous qui vous faites une opinion sur, et vous générez les documents qui vont être envoyés à nous, nous devenons donc des êtres pensants, mais qui ne pensent plus. C'est-à-dire qu'on avale cette vérité qui, de mon point de vue, est une vérité américaine. Et on peut quand même ne pas être d'accord avec ça. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très dangereux. Alors, je rappelle rapidement hein, comment ça fonctionne. Hein. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT est donc l'un des outils, donc qui est maintenant utilisé par Microsoft, donc on va dire dans la sphère des GPT. La chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Il a été entraîné dans un certain nombre de domaines par des êtres humains, et ceci depuis pas mal de temps, et qui ont inculqué donc un certain nombre de connaissances à ChatGPT dans les domaines des mathématiques, les domaines donc de l'histoire, de l'économie, un petit peu là-dedans. Ce qui fait que vous remarquerez aujourd'hui qu'il y a certaines questions auxquelles il ne comprend pas très bien, qu'il ne comprend pas et il ne sait pas répondre. Hein, donc, c'est ça. Alors, par contre, l'apprentissage s'est fait sur des technologies et des méthodes que l'on utilise dans l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas pour autant que ChatGPT est un outil intelligent. Il est très performant pour analyser ce que nous exprimons en langage naturel. Ça, c'est vrai. Il sait très bien faire. Il est capable donc d'introduire des notions qu'on trouve aussi en intelligence artificielle, mais il n'a absolument rien d'intelligent. Une fois que cet apprentissage a été fait avec donc des technologies de réseaux neuronaux et des réseaux profonds, hein, ce qu'on appelle le deep learning, eh bien, il est capable aujourd'hui de répondre d'une certaine manière à des questions qu'on pourrait lui poser et participer, on va dire, à des discussions et à des conversations. OpenAI a procédé donc à une optimisation très fine par renforcement, qui là encore est une technologie que l'on trouve en intelligence artificielle, qui consiste à modifier l'algorithme et à voir quelles sont les conséquences de ces modifications sur l'environnement. Et donc, c'est une technique qui est très utilisée aujourd'hui, hein, et donc en intelligence artificielle et qui est donc pratiquée avec ChatGPT. Ça aboutit à quoi? Eh bien, ça aboutit à une base de connaissances qui, pour l'instant, est assez réduite et dans laquelle, donc, ChatGPT va aller puiser pour répondre à nos questions. Mais si dans la base de connaissances, il n'y a pas l'information, eh bien, évidemment, il ne répondra pas. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me paraît crucial. C'est que demain,
il est évident que ChatGPT ou ses successeurs seront connectés à Internet, de sorte qu'il aura accès, moyennant des filtres paramétrables, mais c'est le fournisseur qui va procéder à ce paramétrage, eh bien, il pourra donc répondre instantanément. Si par exemple aujourd'hui je lui demande quel est l'état de la guerre en Ukraine, il ne saura pas me répondre au-delà des informations qu'il a reçues à la fin de 2021. Et je vais vous le démontrer d'ailleurs avec une question que je lui ai posée. Vous voyez, donc c'est, pour l'instant, disons que c'est relativement contrôlable, mais alors demain, avec donc la connexion sur Internet, il va avoir accès à toute l'information de toute la planète, et ça me paraît absolument terrible. Mais vraiment, il faut en avoir donc conscience aujourd'hui. Alors maintenant, je rejoins un tout petit peu quand même ce que dit Thierry Mangin. Hein. C'est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui tout ça. Moi, je prétends que les technologies que nous mettons en œuvre, que ce soit dans les réseaux ou dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce sont des technologies qui finalement nous abêtissent. Ça a commencé avec, bon, regardez le correcteur orthographique. Très bien, vous tapez quelque chose et bon, le correcteur vous dit c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Mais plus personne ne sait ce que c'est qu'un complément d'objet direct. Vous me direz, on peut vivre sans ça. Peut-être, n'empêche que ça a été une étape, on va dire, vers la bêtisation, évidemment, des individus. Les GPS, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est très utile. Encore une fois, je ne prétends pas que toutes ces inventions et on va dire, tous ces outils ne sont pas utiles. Je dis qu'ils procèdent à l'abêtissement de l'individu s'il n'y prend pas garde. Le GPS, c'est ça. C'est-à-dire, vous voulez aller d'un point A à un point B, mais vous ne savez plus lire une carte. Vous ne savez plus choisir un itinéraire. Vous ne savez plus. C'est le GPS qui le fait à votre place et qui, en plus, va vous dire, attention, là, il y a une collision, là, il y a une congestion, etc. Donc, on ne saura plus. Si je prends l'exemple de la traduction en temps réel, c'est magnifique, c'est vrai. Et ça va rendre de grands services, je suis bien convaincu. Mais quand vous discutez avec quelqu'un qui s'exprime en mandarin et vous parlez en français ou en anglais, c'est vrai qu'on va vous traduire ce que vous dites et ce que lui va vous dire, peut-être. Mais vous perdez ce qui me paraît l'essentiel dans la langue, c'est-à-dire la culture. Car au fond, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à... Il n'y a pas que des mots à comprendre, une syntaxe à comprendre. Il y a également donc une culture environnante que les chats GPT et consorts vont nous empêcher donc de comprendre. Les calculatrices ou les services sur Internet maintenant, vous demandez un calcul de racine carrée sur Internet. Je vous assure, et ceci n'est pas une invention, il m'est arrivé de poser la question, c'est quoi une racine carrée à un jeune? Il m'a dit, c'est un tubercule qui a une racine géométrique. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Un tubercule, un scientifique, tout ce que vous voudrez, c'est quand même incroyable. Il faut vraiment avoir de l'imagination. Hein. Et pourtant, c'est la réalité. Donc je pense que eh bien, ce chat GPT, c'est vraiment le chemin le plus direct pour aller vers le légume pensant, mais légume quand même, il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, je voudrais montrer quelque chose, donc je voudrais montrer, j'espère que ça va fonctionner, mais vous savez, c'est comme toutes les démonstrations, dès qu'on fait une démonstration, ça ne marche pas. Alors, je vais vous montrer je vais changer donc d'écran, et je vais donc essayer je vais demander donc à ChatGPT c'est quoi la résolution d'une équation du second degré. Et je vais lui demander également comment je dois m'y prendre pour envoyer une lettre d'admiration à cette merveilleuse actrice italienne qui nous a quittés, qui s'appelait donc Gina Lollobrigida. Donc je vais arrêter ce partage-là pour en appeler donc un autre, si vous le voulez bien, qui est celui donc, voilà. Alors normalement, voilà, donc vous êtes ici dans ChatGPT. Voilà. Alors vous voyez, la question que je lui ai posée, ici, c'était comment calculer les racines d'une équation du second degré. Bon. Et il me répond, vous calculez les racines d'une équation du second degré de la forme x2 plus bx plus c égale 0. On peut utiliser la forme que tout le monde connaît, x égale moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Mais ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Mais maintenant, avec des outils comme ça, combien de personnes sauront encore ce que c'est? Alors vous me direz, on peut aussi se demander à quoi ça sert. Mais je pense que
les meilleurs pilotes de véhicules, les pilotes de Formule 1, ce sont ceux qui écoutent le moteur. Si on ne s'intéresse pas au moteur proprement dit, et ici c'est quand même les fondamentaux du calcul, hein, eh bien on ne pourra pas être bon, c'est pas possible. Je n'y crois pas une seconde. Alors, j'ai donc posé la question, je voudrais envoyer une lettre d'admiration à Gina Lollobrigida, comment faire? Et il m'a répondu, il y a plusieurs façons d'envoyer une lettre d'admiration à Gina Lollobrigida. Voici donc quelques étapes qui pourraient donc vous aider. Trouver une adresse de contact donc, pour Gina Lollobrigida. Il existe de nombreux sites Internet qui peuvent vous fournir cette information. Rédiger votre lettre d'information. Ça, c'est ChatGPT qui vous répond. Hein. Soyez sincère et authentique, imprimez votre lettre. Bon, j'ai arrêté de la génération du texte là. Là, je lui réponds, mais je croyais que Gina Lollobrigida était décédée. Alors là, j'attendais d'être avec vous pour poser la question. Je lui demande, et là, donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, il me répond, Gina Lollobrigida est effectivement décédée. Elle est décédée le 6 juillet 2021. Tiens, c'est pas vrai. Elle est morte il y a quelques jours, on était en janvier 2023. Et il n'est malheureusement plus possible de lui envoyer donc une lettre d'admiration. Vous pourriez cependant vous rappeler d'elle en regardant ses films, en lisant son autobiographie. Et donc, ça montre bien la limite du système. C'est-à-dire qu'à partir du moment, aujourd'hui, effectivement, il est limité. Mais si demain, il est connecté à Internet, c'est un désastre. Je vais vous donner quelques exemples un peu plus loin donc des choses qu'il pourrait faire et qui me terrorisent. Je veux dire, on ne va pas l'empêcher. Alors maintenant, il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais c'est l'admiration que nous avons pour les évolutions technologiques. Mais vous savez, on a parfaitement le droit de trouver quelque chose qui techniquement est intéressant, mais qui n'est pas bon pour l'être humain. On a parfaitement le droit, mais encore faut-il avoir une capacité de discernement suffisante pour le faire. Les nouvelles générations ont un peu tendance aujourd'hui à dire tout ce qui vient d'Internet, tout ce qui est soi-disant intelligence artificielle, c'est formidable, mais ce que je vois, c'est qu'on fait des cerveaux qui sont des zombies, hein, et ensuite on fait des gens qui sont de plus en plus seuls. Il faut peut-être arrêter un jour. Moi, je pense que c'est une vraie catastrophe et un vrai drame. L'ennui, c'est que tout cela est caché derrière des volontés commerciales, celles des GAFAM, et donc qui, eux, n'ont probablement pas s'arrêter à ce genre de choses, et vont nous apporter des services dans Office, par exemple pour Microsoft, ou sur le moteur de recherche Bing, et les autres y viendront, hein, qui seront formidables. Et donc, on va y aller, mais on va participer sans le savoir à l'alphabétisation de nos cerveaux. Alors, je suis absolument choqué par ça. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça, mais Thierry vous montrera encore d'autres aspects. Alors, je reviens donc sur ma présentation. Donc, alors, ici, vous voyez, j'ai voulu vous mettre la différence qu'il y a finalement entre ce qu'on connaît aujourd'hui, les moteurs de recherche, et puis donc un outil tel que ChatGPT, et ce qui se passera lorsque ChatGPT ou son équivalent sera posé sur un moteur de recherche. J'ai posé la question ici, c'est ce qui est montré sur cet écran, j'ai posé la question donc des ordinateurs quantiques. Ah, tout le monde connaît ce truc auquel personne ne comprend rien. Donc, les ordinateurs quantiques. Que fait le moteur de recherche de Google? Il le fait d'une manière assez efficace. Hein. Il nous renvoie donc des URL de connexion. Il nous en envoie 2 millions, hein, beaucoup. Et à nous ensuite d'aller cliquer sur les liens, de lire les documents en question et puis de nous faire une opinion. À partir du moment où vous mettez un outil comme ChatGPT sur un moteur de recherche, fût-il Google ou un autre, hein, eh bien, la question que vous allez poser à ChatGPT, eh bien, elle se traduira à une question qui sera posée au moteur de recherche, qui lui-même ira regarder dans Internet tout ce qui pourrait être intéressant pour qu'il se fabrique sa vérité. J'insiste bien là-dessus, c'est sa vérité. Et ça, je pense que ça sera quelque chose qui sera absolument épouvantable. Alors, quel sera donc, on va dire, l'échéancier pour ça? En 2023, ça va arriver. Hein, on va voir donc des premières solutions donc, de Microsoft. Le moteur Bing va utiliser donc cet outil-là. Mais avant la fin 2023 et probablement en 2024, eh bien, tout le monde, tous les outils de recherche eh bien, seront dotés de ça. Moi, je trouve ça
extrêmement inquiétant. Alors, qu'est-ce que permet de faire, et ensuite je vais passer la parole donc, à mon contradicteur, qui a tort, hein, mais bon, contradicteur quand même, qu'est-ce que permet donc de faire ChatGPT? Alors, je viens de vous dire, c'est une couche au-dessus des moteurs de recherche, j'espère que vous avez convaincu pour avoir montré que c'est quelque chose qui est dangereux. On peut participer, il peut participer à des conversations sur un petit peu n'importe quel thème. Mais vous serez très étonné de voir le niveau quand même d'apprentissage qui a été atteint et le travail de fourmi qui a été fait au préalable pour introduire finalement la technologie. Et on peut évidemment avec ça faire des campagnes de désinformation épouvantables parce qu'il va empêcher le fabricant de la vérité de faire sa vérité. Pourquoi voulez-vous qu'il s'en prive? Que ce soit à des fins politiques, à des fins économiques, à des fins commerciales, tout ce que vous voudrez, il va se faire une vérité. Et vous n'avez plus aucun moyen à partir de là de vous assurer que c'est la vérité de Google ou de Microsoft et non pas la vérité avec un grand L. Et donc, campagne de désinformation. Et quand on voit ce qui s'est passé avec l'élection de Hillary Clinton et puis celle de Donald Trump, et puis l'affaire de Cambridge, ça va être bien pire. Vous allez recevoir lors des campagnes, et bien, vous allez vous dire que c'est probablement complètement pourri et probablement donc ce sont des fakes. Il va apporter une information didactique. Les étudiants, les écoliers, quand vous avez affaire à un dossier d'entreprise, vous posez la question. Hein. J'ai d'ailleurs vérifié avec un sujet qui est un sujet délicat, qui est celui donc des algorithmes dits évolutifs ou, si vous préférez, des algorithmes génétiques, basés sur les principes génétiques donc de l'évolution de Darwin. Nous publions donc un dossier sur ce sujet. Puis, à titre de curiosité, j'ai posé la question aussi donc, à ChatGPT. Eh bien, figurez-vous que la réponse que j'ai obtenue était probablement la plus pertinente de tout ce que j'avais trouvé donc, sur Internet. J'en étais encore effrayé. Et en fait, ChatGPT, enfin tout au moins ceux qui avaient fait l'apprentissage avant, avaient parfaitement compris ce qu'était donc cet algorithme-là, avec différentes solutions. C'est quelque chose d'assez fascinant. Et donc ChatGPT avait fait les choses donc, très correctement. Et donc demain, les étudiants et les écoliers ne vont pas se casser la tête, 10 minutes avant de rendre leur devoir, ils vont demander à ChatGPT, ils vont imprimer tout ça. La seule manière pour le vérifier, c'est que si toute la classe ou tous les étudiants répondent à la même chose, évidemment, on pourrait se douter de quelque chose. Mais c'est aussi un moyen de refaire l'histoire. Vous savez, ça ne sera pas compliqué. Regardez les Russes actuellement, ils ne se privent pas quand même pour corriger l'histoire à leur convenance. Du point de vue de l'écriture du code, je ne crois pas aujourd'hui que ChatGPT soit arrivé à un niveau de maturité suffisant pour produire du code, parce qu'un code doit être out of bugs. Il ne faut pas qu'il ait d'anomalies dedans. Une seule anomalie, ça va le faire planter. Donc c'est quelque chose qui est trop aléatoire aujourd'hui pour générer du code. Mais, par contre, ce que pourra faire ChatGPT, c'est quand vous allez lui dire « je veux interroger une base de données dans laquelle il y a telle et telle chose, et je veux utiliser, mettons, le pattern du singleton pour éviter d'instancier deux fois donc créer deux fois donc un même objet, il va le faire très bien. Il va vous proposer quelque chose. Et à vous ensuite de dire, oh ben non, ça ne me plaît pas, ça je fais ceci, je fais cela. Mais il va vous proposer quelque chose un peu comme un correcteur grammatical. Et donc, c'est vrai que les programmeurs, je ne sais pas s'ils ont du souci à se faire, mais ils ont du souci à se faire sur la pertinence de leur travail et la valorisation de leur travail. Une grande partie pourrait être assurée par ça. On peut lui soumettre donc, du code erroné. Quand on fait des revues de code, je vais lui soumettre un code, il va me dire ça c'est n'importe quoi, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On sait très bien le faire. Et déjà maintenant, vous savez sur le deep web, vous avez des malwares, des pourriels qui ont été créés avec ChatGPT. De quelle manière, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'il a quand même contribué. Les robots de demain, alors déjà qu'Alexa et les autres nous gonflent quand même un peu, mais demain, ils vont devenir de plus en plus présents, parce qu'ils vont vous dire des choses intelligentes. Et ça, c'est bien, vous avez une espèce de robot qui va être votre cerveau. On transfère notre cerveau dans ce machin-là. Alors, permettez-moi donc de ne pas être d'accord avec ça. On va donc générer des contenus de toutes sortes.
on pourra préparer donc, des contenus d'application, améliorer les contenus d'application de e-learning, hein, presque être plus exhaustif par exemple, hein, ou rester à niveau. Et puis on pourra prévoir, on peut fabriquer des œuvres artistiques. Il suffit de, enfin, il faut brancher, hein, il faut brancher le moteur ChatGPT sur un outil de fabrication 3D, par exemple, et je lui dis, je veux un peu de fleurs, vous voyez, de couleur verte, avec telle et telle chose dessus, et puis je voudrais avoir des bégonias et puis des trucs. Il va vous générer votre œuvre. On peut trouver ça fascinant d'un point de vue technique, mais moi je trouve ça absolument épouvantable. Vous vous rendez compte? Donc, fabrication d'œuvres artistiques, la génération, la création des courriels commerciaux. Pourquoi voulez-vous répondre maintenant? On reçoit des courriels de la part de nos clients, ben on va répondre d'une manière automatique, hein, et il le fera à la limite extrêmement bien. On va générer des hashtags d'une manière intelligente, on va les positionner aux bons endroits, et puis on va fabriquer des résumés orientés. Je vais vous prendre un exemple. Il m'est arrivé, donc, puisque nous participons à un certain nombre de revues techniques et de visiter un certain nombre de salons dans le monde, et en particulier celui qu'on appelait auparavant le Comdexfall, qui avait donc plusieurs instances donc, dans l'année. Il y en avait une qui se passait au mois de novembre. Il y avait 2000 stands. Vous arriviez le matin, il fallait que le soir, vous fassiez une opinion sur ce qui était intéressant sur le salon. Une angoisse épouvantable. Alors, on le faisait, bien entendu, mais on se cassait la tête, on cherchait. Là, maintenant, moi, je ne vais pas m'ennuyer, hein. Je vais demander à ChatGPT, dis donc, Coco, est-ce que tu n'aurais pas, peux pas me dire un petit peu quelles sont les tendances, voilà, et quels sont les produits majeurs? Et il va me créer le document que je vais envoyer à mon journal. Alors, vous me direz, si tous les journaux disparaissent, évidemment, on pourra se douter un peu de la supercherie. Mais ce qui se passera, c'est ChatGPT sera beaucoup plus exhaustif, pertinent et complet que moi, je ne le saurai jamais. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui, moi, absolument me terrifie. Et donc, parce que vous allez pouvoir fabriquer comme ça une vérité, hein, sur des produits nouveaux, sur des choses, sur l'impact technique que ça peut avoir. On va vous fabriquer, donc... alors, je passe la parole maintenant à Thierry, parce que j'ai donc suffisamment parlé. Je voudrais simplement résumer tout ça. C'est que ces outils, cet outil, en tout cas, ChatGPT, nous remplace dans le cerveau, ça devient un petit peu notre cerveau, on transfère donc nos demandes à un cerveau artificiel qui est ChatGPT. Or, on se trompe complètement, parce que ce qui est important dans la connaissance, ce n'est pas la connaissance elle-même, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est le chemin pour y parvenir. Comment je fais pour y parvenir? Comment je calcule une racine carrée? Comment vous voyez, j'interprète donc l'histoire? C'est ça qui est important. C'est le chemin que vous empruntez pour aller à la connaissance. Et ça, ChatGPT, c'est un drame parce qu'il nous l'enlève. On n'en a plus. C'est lui qui procède à ce chemin et on n'a plus aucun moyen pour vérifier s'il a raison ou s'il a tort. Voilà. Donc, maintenant, écoutez, je vais arrêter mon partage. Alors, je vous laisse avec Thierry, donc vous prenez tout de suite, hein, il va dire des choses qui sont tout à fait contraires à ce que j'ai pu dire. Alors, j'ai quelques pancartes, j'essaierai de vous prévenir quand même si je suis d'accord ou pas d'accord. Vous voyez, donc on essaiera quand même d'animer un peu la conversation. Voilà, Thierry, je te laisse la parole. À toi l'honneur. On n'entend pas. On n'entend pas. Je dis merci, Claude, voilà. J'avais coupé le son pour éviter d'intervenir pendant ta présentation, puisque j'avais de temps en temps effectivement des mots qui m'échappaient sans aucun contrôle. Voilà. Écoutez, effectivement, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels, on va dire, je suis pas forcément d'accord. Sachant que, en écoutant Claude, je me suis aperçu que... Est-ce que tout le monde voit à l'écran? Là, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je me suis aperçu que on est souvent dans des schémas comme ça. On est à nouveau dans la manière dont on voit un verre, à moitié vide ou à moitié plein.
Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels je pense qu'effectivement, à partir de la même vision d'une réalité possible, on va avoir une interprétation différente selon qu'on est un peu angoissé ou un peu optimiste. Voilà. Alors, j'ai un petit clin d'œil à un événement qui a quelques années maintenant, hein, pour moi, ChatGPT, c'est un petit peu à la poursuite de HAL. Donc, pour HAL, c'est l'intelligence artificielle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent et qui nous amènent vers ça. Alors, pas pour répondre directement, mais en tout cas par rapport à ce que disait Claude sur l'origine de ChatGPT et ses inquiétudes par rapport à une mainmise américaine, etc. Moi, je pense que là, effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut prendre un petit peu de recul. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde des technologies d'information en général, et évidemment en particulier sur l'IA, on est plutôt effectivement sur une domination américaine, plus précisément sur les GAFAM, et encore plus précisément sur un certain nombre d'individus qui ne sont pas représentatifs, je pense, des États-Unis et de l'Amérique en général, mais qui sont parfois effectivement au-delà d'une problématique économique, qui sont parfois sur des logiques proches de la religion, ou en tout cas d'une philosophie de vie qui est assez particulière. Alors c'est vrai que là, il y a un enjeu qui aujourd'hui est bien caché, mais c'est vrai que quand on parle de transhumanisme, quand on parle de ce genre de comportement, bon, là, on peut effectivement se poser des questions s'il y avait une volonté d'aller vers des choses comme ça. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que tout simplement, ce qui se passe là dans le domaine de l'IA, ça n'est que, c'est volontairement abusé de dire ça, hein, ça n'est que la poursuite de la révolution industrielle. En fait, quand on regarde les logiques à l'œuvre, elles sont toujours les mêmes. En gros, la révolution industrielle, c'est quoi? C'est l'énergie, et notamment le charbon puis le pétrole, fait tourner des machines qui complètent ou remplacent les humains, on va dire. Hein. C'est ça qui a fait qu'à partir de ce que faisait un humain, on a mis des machines, on a mis du charbon, on a fait une machine à vapeur, et on a produit le résultat de ce que faisaient 1000 humains, 2000 humains, etc. C'est comme ça qu'on a développé cette puissance qui est aujourd'hui de production au niveau mondial. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait dans le domaine de la technologie, c'était quand même un petit peu dans le même esprit. On a remplacé des choses, des activités humaines, par de la technologie informatique, mais c'était dans le même objectif. On va voir, pour moi, pour l'IA, on est là aussi, en partie, on est sur les mêmes choses. Alors, en partie seulement, hein, mais ça va quand même servir aussi aux mêmes objectifs. On s'aperçoit aussi quand même quand on regarde avec un petit peu de recul, la complémentation ou l'hybridation des capacités humaines, c'est souvent transitoire. Et on complète, en fait, on commence par compléter par des technologies, alors qu'elles soient informatiques ou autres, hein, on complète par des technologies, on complète les compétences humaines, ce que peut faire un humain. Mais on va essayer de le compléter encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Et jusqu'à un moment où on va sortir totalement. D'accord ? Alors, l'exemple que je donne, c'est l'exosquelette. Il y a beaucoup, on voit aujourd'hui, on voit des gens équipés dans porter des charges lourdes, par exemple, des choses comme ça. On les a équipés d'exosquelettes. Bon, ça, c'est transitoire. Je veux dire, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça, par contre, je ne vais pas faire de paris sur l'échéance, mais on aura des robots complets qui vont faire ces opérations. Parce qu'on n'aura rien. Aujourd'hui, on a des humains avec un exosquelette, soit pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui, ça coûterait trop cher de mettre un robot qui sait faire la même chose, soit parce qu'aujourd'hui, il y a encore des petites choses que ça ne savent pas trop faire les robots. Voilà. Entre parenthèses, une des choses que c'est encore mal faire en robot, tout simplement, c'est idiot, hein, mais là, Claude a beaucoup parlé du cerveau, de l'aboutissement, etc.
Mais on oublie toujours un truc, c'est que ce qui caractérise l'humain, certes, on peut dire qu'il y a le cerveau, il y a son intelligence, mais il y a quelque chose d'extraordinaire chez l'humain, c'est ça. Voilà. Ça, aujourd'hui, les robots, ils ont beaucoup de mal, parce qu'une main sait faire énormément de choses. Les capteurs qu'il y a sur une main, là, toute cette finesse et cette échelle de possibilités avec la main, on ne va pas la retrouver encore tout de suite. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, malgré les 200 ans de révolution industrielle, on n'a pas encore remplacé tous les humains partout. Hein. Et ce n'est pas seulement à cause de l'intelligence artificielle, c'est parce que pour le moment, on n'a pas encore l'équivalent des mains, enfin, couplé au cerveau à fortiori. Alors, cette révolution industrielle, elle a aussi des conséquences. Il y a toujours plus de besoins d'énergie. Hein. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas hein, dans ce qu'on dit. D'autant plus, j'en parle juste après, on a dématérialisé l'intelligence artificielle. Ça c'est un truc extraordinaire qui s'est passé dans les dernières années. Hein. On va en parler tout de suite. Entre 2000, pas 2000, pardon, entre 1997 et 2011, donc on a une quinzaine d'années pendant lesquelles l'IA évolue. Fortement parce qu'on passe d'une IA qui était, je ne veux pas dire que c'était la suite d'une Game Boy, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens d'IBM et de Deep Blue, mais bon, il faisait que jouer aux échecs, d'accord. Alors certes, il a battu le champion du monde, etc., mais c'est jamais que ça, il joue aux échecs. 14 ans plus tard, on est à Watson, et Watson, on est dans l'IA générale, là, ça y est. Hein. Et Watson, c'est l'ultime matérialisation de l'IA. Depuis, l'IA, elle est dématérialisée. Alors ça a quand même un effet, c'est que on ne voit plus la dimension énergétique. L'IA, c'est quelque chose de... c'est dans les nuages, hein, mais je veux dire, c'est plus instancié, ça n'est plus matérialisé. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est grave, mais pas pour les raisons qu'évoquait Claude, mais je trouve dématérialiser l'IA, c'est cacher cet aspect de forte consommation de besoin d'énergie. Voilà. Alors, un des autres effets de la révolution industrielle, et qui touche un petit peu qui rejoint ce que disait Claude sur certains aspects de l'IA, mais encore une fois, ce n'est pas tellement l'IA qui est cachée derrière, en particulier. Excusez-moi, voilà. C'est en fait toute cette révolution industrielle, elle a amené des mots qu'on a tous bien l'habitude d'entendre, hein, standardisation, normalisation, simplification, uniformisation, etc. Tout ça, c'est la diminution de la diversité. Alors, qu'elle soit, on parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui, qu'on diminue pour d'autres raisons, mais on a une diminution de la diversité dans tous les domaines. Regardez le domaine de la téléphonie, où en gros, maintenant, on a deux types de téléphones, on a deux interfaces de téléphone. Regardez les voitures, elles sont à peu près toutes faites de choses près de la même façon. Le rêve d'Elon Musk, c'est d'avoir tout le monde a une Tesla. Donc, on voit bien que cette recherche d'uniformisation, de simplification, elle est à l'œuvre. Et du coup, elle a un impact aussi sur nous, sur la manière dont on pense, etc. Donc, l'effet sur le cerveau, il existe déjà, même avant l'IA. Cette simplification, cette uniformisation, elle est réelle. Elle est déjà à l'œuvre. Hein. Je me suis mis un petit rappel là pour dire simplement par rapport à ChatGPT. Alors certes, je suis très, très impressionné hein, par l'efficacité de l'outil, etc. Hein, par contre, je pense qu'il faut qu'on relativise aussi la difficulté qu'il y a par rapport à l'expression et à la reconnaissance d'un demande. Parce que finalement, les aspects langue, etc., c'est pas si compliqué que ça à codifier. Hein. Pour info, Watson faisait de la reconnaissance de langage naturel il y a plus de 10 ans. Hein. Donc, c'est pas là où il y a la nouveauté. Alors, comme apparemment ça suscite des craintes, je fais un petit rappel de l'évolution de nos grandes craintes au fil du temps. Alors, si on remonte à l'époque romaine, voilà, la grande crainte des Gaulois à l'époque, c'était le ciel qui nous tombe sur la tête. Bon, c'est vrai que peut-être que c'est encore le cas pour un certain nombre de Gaulois, je ne sais pas, mais on va dire que c'est une crainte, on a fini par vivre avec, et sinon l'oublier, à tout au moins se dire que la probabilité était moins élevée. Alors, il y a une crainte qui est plus angoissante, qui est toujours présente d'ailleurs. On l'a vécu récemment, c'est plutôt autour de l'an 1000, là, c'est la crainte de la peste. Hein.
Alors, on a eu un petit rappel récemment avec le Covid, on se dit, bah ouais, ça, c'est des choses, bon, euh, on est craintif, on ne sait quand même pas trop bien comment le gérer. Hein. Et puis, il y a une troisième crainte. Alors, je suis désolé parce que malheureusement, c'est moi qui commande. Ouvre la porte là. Je ne sais pas si vous avez le son. Adieu. Je ne sais pas si vous avez le son. Moi, je l'ai, donc c'est. Oui, on l'entend un peu, oui. Vous l'entendez un peu. Bon, en fait, c'est tiré de 2001 Odyssée de l'espace. C'est le moment où l'astronaute est en dehors de la station et l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui pilote la station, lui refuse l'entrée et lui dit on n'a plus rien à se dire. Voilà. Alors ça, c'est une grande peur qui a déjà quelques décennies. Hein. C'est le fait que les machines nous submergent et qu'elles prennent le pas sur nos décisions. Voilà. Ça, c'est la grande peur de l'an 2000. Hein. Si je dis, il y a 2000 ans, on avait peur que le ciel se nous tombe sur la tête, il y a 1000 ans, c'était la peste. Eh ben, aujourd'hui, la grande peur, c'est ça. C'est les machines vont nous dominer. Voilà. C'est moi qui commande. Alors, je me suis un petit peu interrogé, pourquoi ChatGPT, ça fait mal, en fait. Parce que je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Enfin, c'est jamais qu'une technologie de plus. Voilà. C'est pas non plus... objectivement, j'ai pas l'impression que c'est une rupture aussi violente que ça. Alors, ça fait mal alors que, quand même, hein, depuis le temps, il y a des centaines de métiers qui ont disparu. Alors, pas seulement avec la technologie informatique, hein, mais certains ont été, effectivement, j'ai utilisé un terme barbare, c'est techno-lobotomisé. C'est vrai qu'il y a des métiers, on leur a enlevé la dimension autonomie, intelligence, etc. Hein. Ça existe. Hein, alors j'en ai mis quelques exemples, mais qui ne sont pas liés à la technologie de l'info. C'est l'allumeur de réverbère, vous voyez au-dessus, là. Bon, on n'a pas attendu les GAFAM, mais ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait le lendemain, mais une fois qu'il y a eu le gaz, ça a été compliqué pour eux. Plus anecdotique, avant qu'on automatise les bowling, il y avait des gens dont le métier, c'est de remettre les quilles droites. Vous voyez, là, il y avait un monsieur, c'était un réveil matin. Son job, c'était de réveiller. Voilà. Et puis, il y avait, bien entendu, pour tous ceux qui ont connu les transports en commun parisiens, il y avait le poinçonneur. Alors, celui-là, je ne sais pas s'il est au Lilas, mais en tout cas, ces métiers-là ont disparu. Alors, le poinçonneur des Lilas, c'est déjà un petit début de technologie. Mais franchement, il n'y avait pas d'ordinateur derrière tout ça. Hein. Et sincèrement, je ne pense pas que ça a provoqué un émoi aussi fort parmi la population des commentateurs de journaux. Alors je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être une raison. Est-ce que par hasard, c'est pas parce que ChatGPT, ça impacte ceux qui vivent l'information ou qui vivent de l'information? Et ça, c'est relativement récent pour que ça puisse effectivement inquiéter. Dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on est journaliste, consultant, informaticien, bon, la vie est belle, il y a des gens à côté qui sont au chômage parce qu'ils ont perdu leur boulot n'existe plus, mais quand on est dans ces métiers-là, bon, on va dire on n'est pas remplacé. Alors, il y a des diminutions d'activité, etc. Hein, je ne dis pas que les journalistes, c'est la vie est belle, mais on me faisait remarquer Claude, il y a encore des journaux, d'accord? Donc, il y a encore des journaux, il y a encore des salons, il y a encore des choses. Mais là, on voit bien, on touche à l'ego, quoi, parce qu'on touche à quelque chose qui n'est pas manuel. Encore une fois, c'est la représentation, je pense, de ce qui est noble dans l'activité humaine et de ce qui l'est moins. Et c'est vrai que notre civilisation, elle a rendu noble ce qui est lié au cerveau et pas ce qui est lié aux mains. Le manuel n'est pas... On ne se pose pas trop de questions. Si on s'en débarrasse, c'est pas grave, c'est même bien, parce que c'est fatigant, c'est ça, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, les activités cérébrales, elles sont nobles, et donc y toucher, ça pose question. Voilà. Et, bon, je pense que c'est une raison. Alors que dans les faits, je vais vous dire, j'ai pris l'exemple du journalisme. Est-ce que vous avez conscience de l'existence d'un Albert Londres aujourd'hui qui est caché dans je ne sais quel journal? Moi, je n'ai pas l'impression. Quand je regarde dans la presse aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois du plagiat à longueur de journaux.
Il y a des reproductions, alors parfois c'est du plagiat sans aucune prudence. Hein, on plaque totalement le texte tel qu'il a été pompé, etc. Donc on se retrouve avec une presse qui aujourd'hui, alors je ne sais pas si elle donne la vérité, dont Claude parlait tout à l'heure, mais en tout cas, c'est pas très varié. Voilà, on a déjà là aussi une uniformisation. J'ai pris un autre exemple, c'est les gens qui écrivent des livres. On n'a jamais écrit autant de livres qu'aujourd'hui. Globalement, on n'a jamais publié autant. Et en fait, alors de temps en temps, alors tous ces gens qui écrivent des livres, il y en a beaucoup, c'est pas eux qui les écrivent. Hein. Donc, alors de temps en temps, il y en a un qui sort là, des gens qui ont écrit des livres pour les autres. En France, il y a quelques années, il y a Éric Orsena qui est sorti du lot après avoir écrit des livres pour un président. Mais pour beaucoup, en fait, je serais tenté de dire, on devrait faire l'essai d'ailleurs avec ChatGPT. Est-ce qu'on saurait écrire facilement un livre avec ChatGPT? Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, le texte qui est sorti est à peu près propre, etc. Et il est du niveau des mauvais auteurs d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il ne va pas faire du Chateaubriand, mais il va produire quelque chose qui se vendra au moins aussi bien que ce qui se vend dans les halls de gare aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose qui est un peu moins lié, c'est le pourquoi ça fait mal. Bon, voilà, il y a des explications. Mais par contre, il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est qu'en fait, quand on reproche à ChatGPT d'être sélectif sur l'information, de cacher, de prendre en compte qu'une partie des choses, que ça ne soit pas la vérité, etc., il n'empêche que je pense qu'il est plus complet que ce que font la plupart des gens aujourd'hui. La plupart des gens ne vont pas sur la deuxième page et quand ils y vont, ils s'arrêtent là, quand on fait des résultats de recherche sur Google. Alors effectivement, c'est toujours rigolo de voir Google, il a trouvé 500 000 pages, 1 million de pages, etc. Mais dans les faits, on n'y accède pas, on n'y va pas. On se fie à la pertinence décidée par l'algorithme de Google. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça fasse un gros changement. Alors maintenant, on va aborder un sujet qui est... Il nous reste juste un quart d'heure. J'accélère, Claude. C'est en fait, je me suis posé la question aussi de ce qu'était, à contrario de l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence naturelle? Et en fait, déjà, je me suis dit, l'intelligence naturelle, déjà, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je me suis dit, c'est probablement ce qu'on identifierait comme étant l'intelligence individuelle. C'est un individu à une capacité, et quand j'entendais Claude parler tout à l'heure, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est cette capacité d'un individu à faire certaines choses, à calculer une racine carrée, à faire une résolution d'équations, etc. Et donc, je me suis dit, bon, effectivement, est-ce que l'IA, ça change quelque chose? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues avant? Et je suis tombé par hasard, il y a quelques temps déjà, j'étais tombé sur un documentaire sur la navigation en Polynésie. Je dois vous avouer que ça m'avait un peu bluffé, parce que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai été un peu émerveillé. En fait, j'ai appris qu'il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, en fait, la navigation en Polynésie, c'était le fait de gens qui n'avaient absolument aucune culture écrite, hein, mais évidemment, mais qui savaient déjà se repérer, qui avaient une connaissance d'une carte du ciel qui était transmise oralement, donc vous imaginez, hein, enfin oralement avec le ciel devant toi hein, quand même, hein, mais qui connaissaient le ciel aux diverses périodes de l'année, etc. Et qui connaissaient aussi, qui savaient se repérer avec les vents, le sens des vents, avec la houle, la hauteur de la houle, etc. Et d'autres signes comme les oiseaux et les nuages. Donc vous imaginez la somme de connaissances qu'il y avait à emmagasiner avant de faire des voyages de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, sur des bateaux assez rudimentaires. Donc on voit bien que là, on a une intelligence naturelle qui est évidente et qui est individuelle. D'accord ? C'est vraiment la capacité individuelle
de quelqu'un qui est capable de savoir ce que c'est le vent, la mer, etc. Maintenant, est-ce que pour l'humanité, ça suffit? Rapidement, on se dit non, il faut fédérer. Donc, on va vouloir fédérer les connaissances. Et là, pour fédérer, on va commencer à spécialiser. Et quand on va spécialiser, on va optimiser. Et puis, ça ne vous rappelle rien, ça? Et puis derrière, vous allez, une fois que vous avez optimisé, vous allez standardiser, vous allez uniformiser, etc. Donc, et ça, on revient, il n'y a pas l'IA derrière, il n'y a même pas la révolution industrielle. C'est à partir du moment où les humains ont commencé à se mettre à plusieurs pour faire quelque chose, ça y est, on a commencé à réduire l'intelligence naturelle individuelle. Et du coup, moi, je me suis aperçu que certains risques étant identifiés comme ceux de l'IA sont déjà présents, en fait. C'est à partir du moment où j'ai plusieurs êtres humains pour obtenir un résultat, je vais commencer à avoir de la perte d'autonomie, je vais commencer à avoir de la perte de motivation, de la perte de vision globale, etc. etc. Donc, pour moi, l'IA n'est pas l'unique raison et la cause de désagréments pour chacun des humains. Et en particulier, et là je reprends une des expressions de tout à l'heure, l'important c'est le chemin. Alors effectivement, le chemin est impacté, ça c'est clair. Le savoir, non. Quand on regarde bien ce qui sert à une réponse de ChatGPT, c'est un savoir qui a été stocké, identifié, etc. J'allais dire, il n'est pas affecté. On n'a pas. Alors, encore une fois, là, je parle dans un modèle où il n'y a pas de perversion. Ce qui est stocké, c'est un savoir, j'allais dire, certifié. C'est sûr que si on commence à stocker des choses fausses, le résultat va être faux. Mais si on stocke dans les bases de connaissances de ChatGPT, si on lui stocke des grandes bibliothèques, etc., il obtiendra, en bonne logique, il a la capacité d'obtenir le même résultat. Mais effectivement, ce qui est important, c'est le chemin. Et ça fait partie. Alors, moi, je suis pas le ravi de la crèche quand même. Donc, je me dis effectivement, la manière dont on programme, la manière dont on structure, la manière de chercher, peut avoir des incidences sur les résultats. Et là, on arrive. Du coup, ce qui semble assez nécessaire, c'est de se dire, bon, OK, l'outil est puissant, et donc il doit être régulé. Alors, là, je vais vous parler 2 secondes de la régulation par l'Union européenne. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le seul endroit de la planète où on a des mécanismes de régulation assez puissants sur des activités qui touchent aux individus. On a plein de régulations aux États-Unis, mais on va dire que c'est plus des régulations économiques par rapport à des entreprises. Mais ce qui touche aux individus, c'est plutôt en Europe que ça se passe. Je ne vais pas vous faire un cours sur le RGPD, mais dans ce qui touche aujourd'hui la planète, sur la manière dont on accède à nos données privées, etc., le texte, qui est un texte quasiment fondateur au niveau international, c'est quand même le RGPD. Hein. C'est lui qui, aujourd'hui, fait autorité. Et en Europe, on a donc il y a d'autres règlements qui ont déjà été édités. Mais là, il y a un sujet qui est en cours de discussion, c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est intéressant, parce que, alors bien évidemment, il en est au balbutiement. Hein, là, aujourd'hui, on est loin d'avoir un texte. Mais en gros, dedans, il y a des pratiques interdites. On distingue des systèmes à risque et des systèmes courants. Et puis, on commence à se dire, il faut avoir de la transparence vis-à-vis des personnes et du soutien à l'innovation. Donc, on voit bien, on retrouve là-dedans de quoi développer le business et de quoi protéger les personnes. Grosso modo, ce qu'on trouve dans le RGPD, en termes de logique. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que, et là, je rejoins ce que disait Claude tout à l'heure, la vraie régulation, elle sera politique au niveau de l'éducation. Et je serais tenté de dire, tout ce qui touche aux technologies, c'est pareil. Le RGPD, la vraie régulation, elle est aussi au niveau de l'éducation. Elle est au niveau de l'éducation des enfants, de ne pas mettre leurs données sur Internet sans rien. Voilà. Donc là aussi, là c'est pareil. Ça sera au niveau de l'éducation, la manière dont on va utiliser les outils. Je voulais juste rappeler un petit truc par rapport à la puissance d'une régulation, parce qu'il ne faut quand même pas être non plus trop naïf. En 1996, vous vous rappelez certainement cette jolie brebis
il y a le clonage de Dolly. Eh ben, en 2023, le clonage humain n'est toujours pas formellement interdit dans certains pays. Il l'est en France, par exemple, hein. Mais il l'est pas dans certains États des USA. Il n'y a pas de loi qui interdise le clonage humain. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça, mais il n'y a pas de loi qui l'interdise. Au Royaume-Uni, le clonage thérapeutique est autorisé. On peut cloner les embryons à des visées thérapeutiques. Donc vous voyez bien que la régulation, il ne faut pas non plus être trop naïf, se dire il en faut une, mais on ne peut pas se cacher derrière la régulation en disant tout va bien. Voilà. Alors, il y a une autorégulation qui existe. Elle existe à peu près partout chez tous les fournisseurs on va dire, qui touchent à la sphère des données personnelles. Il y avait un minimum de choses déjà. Mais là, dans le chat GPT, alors, je ne le savais pas, je suis tombé dessus un peu par hasard. J'avais posé une question sur la répartition des richesses dans le monde. Bon, j'ai eu une réponse qui est cohérente, hein. Enfin, moi, je trouve le texte est propre, les arguments sont mis en évidence, c'est pas mal. Et du coup, je poursuis la conversation avec ChatGPT en étant dans la provocation, et je lui dis oui, mais c'est la faute des pauvres s'ils sont pauvres. Et là, boum, je me récupère un petit message que vous voyez là. Ce contenu peut être contraire à notre politique de contenu. Voilà. Alors, si vous pensez que ce n'est pas le cas, dites-le nous. Hein. Mais sinon, voilà. Ce que vous dites là, c'est pas trop bien. Et puis après, il me répond sur la partie la pauvreté, c'est la faute des personnes, et il ne sait pas juste de dire ça, etc. Donc on voit bien que cette autorégulation, j'allais dire, elle est là pour répondre par avance à ce que vont dire des Claude Marson un peu partout dans le monde. Voilà. Hein, c'est... Alors, pour finir, moi j'estime qu'il y a deux scénarios possibles. Hein. En gros, par rapport à l'IA et globalement à ChatGPT en particulier, mais en gros, c'est l'IA est aux mains d'un capitalisme débridé. Et là, on va avoir un problème parce que en fait, la prédation capitalistico-industrielle, elle nécessite des humains qui consomment. Et surtout pas que ce soit autonome. Regardez, aujourd'hui, tout l'agroalimentaire a intérêt à ce que les gens ne savent plus faire cuire un steak. Hein. Il vaut mieux qu'ils achètent un steak tout de suite. Et si par bonheur, dans l'emballage, il y a quelque chose qui le chauffe, en même temps, c'est formidable. Et à contrario, il ne me faut pas d'humains pour produire. Je n'ai pas intérêt à avoir des humains, où j'en ai peu besoin, parce que ça coûte cher, parce que, etc. Alors ça, c'est un modèle totalement schizophrénique qui peut quand même bloquer, hein, parce que ça nécessite une humanité intelligente pour organiser tout ça, hein, faire des robots, faire de l'innovation. Mais de l'autre côté, il faut des humains asservis individuellement débiles. Quoi. Voilà. Alors bon, là, du coup, c'est un peu une réponse à ce que disait Claude. Moi, je pense que ça ne peut pas arriver. Voilà. Ça ne peut pas arriver parce que le système capitaliste, il a quand même besoin de gens intelligents. Il a besoin d'une humanité intelligente pour gérer le marché. Alors, de là à aller vers une humanité à deux vitesses, c'est un autre débat, mais en tout cas, je pense qu'il y a des contre-pouvoirs, il y a des choses qui se contrarient. Alors, deuxième partie du scénario un peu désagréable, c'est vrai que bon, du coup, c'est l'organisation et donc l'IA hein, qu'il y a derrière pousse vraiment le mécanisme. On a une organisation de société qui rend l'humain totalement inopérant, d'accord ? Donc les humains vivent, hein, ils sont toujours là, mais il y a la négation absolue de l'individu. On a juste une intelligence collective très dirigiste. On est dans la société des fourmis. Voilà. C'est avec des processus totalement automatisés, industriels. Bon, objectivement, j'ai du mal à vous dire que j'adhère à ça. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je pense que même si il y a une grosse partie des humains qui se rebifferont pas, qui seront contents tout comme il y en a qui sont contents de regarder la télé, etc. Hein, je ne dis pas le contraire, mais bon, je ne suis pas sûr que c'est là. Et puis il y a le scénario rose, voilà, avec des petits cœurs et tout, il est joli. Hein. Et ben c'est ChatGPT, c'est la suite de Ptolémée et de Gutenberg. Voilà.
Alors, Ptolémée, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. D'accord? Donc, 300 ans avant Jésus-Christ, vous êtes au cœur des civilisations grecques et égyptiennes. C'est le temple du savoir, des centaines de milliers de documents, et donc la concentration de la connaissance. Alors, bien évidemment, ça, on n'a pas de photo en lit de dessin, mais c'est vue d'artiste, on va dire. Pour aller là-bas, c'est compliqué. Vous imaginez, pour un Pékin lambda qui habitait dans des territoires comme la Gaule ou je ne sais où, aller à Alexandrie pour consulter un papyrus, ce n'était pas évident. Alors, il y a une deuxième étape dans la facilité d'accès au savoir, c'est l'imprimerie. Et l'imprimerie à l'alphabet, on trouve souvent des textes qui disent qu'en fait, ça explique en partie le fait qu'on ait l'alphabet latin et qui, du coup, a facilité l'imprimerie. C'est ça qui explique l'explosion de l'innovation et du savoir en Europe à la fin du Moyen-Âge. Voilà. Pourquoi? Parce que ça renforce, ça a facilité l'éducation, la circulation des idées d'innovation. Alors moi, je me dis, est-ce que ChatGPT, c'est pas ça demain? Est-ce que ça ne peut pas relancer l'innovation, faciliter l'accès au savoir, améliorer l'efficience humaine? Quand on regarde aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains, on a moins de découvertes innovantes vraiment, hein, de rupture, qu'à l'époque de Pasteur. Hein. On est quand même plus dans ce florilège d'inventions et de découvertes. C'est toujours pareil, hein. Peut-être aussi parce qu'on a tellement découvert qu'il y en a moins à découvrir, mais ça, par contre, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on est là, on est en train de saturer, on est en haut de quelque chose, et il va falloir une rupture, et peut-être que c'est ça la rupture. Alors, le besoin de rupture, je vous donne un exemple, parce qu'on dit toujours que les GAFAM, ça, c'est pareil, tout va bien pour eux. Je voudrais juste faire remarquer, avant de terminer, Claude, après j'ai fini, promis, Google vient d'annoncer 12 000 suppressions d'emplois, Microsoft quasiment autant, Facebook autant, etc. Donc on voit bien, même pour eux, la fête est finie. Ils ne savent plus comment utiliser les gens qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, etc. Et quand on regarde que la dernière nouveauté de l'iPhone, ça n'a échappé à personne, la vraie dernière nouveauté de l'iPhone, c'est un truc extraordinaire pour un téléphone, c'est de devenir téléphone satellite. C'est quand même vachement puissant. C'est une nouveauté de rupture incroyable. On voit bien, 14 ans après, le filon est mort. Donc tout ça, moi je pense qu'il y a des volontés derrière pour pousser l'IA et ChatGPT vers autre chose que la domination du reste des humains. Mais voilà, mais c'est mon côté optimiste. Voilà. Je vais donc te rendre la main, si j'arrive. Si on pouvait clore le partage. J'essaye. Voilà. J'essaye. Hop, là-haut, voilà. Voilà. Bon, écoutez, on a légèrement débordé donc, de ce que nous avions donc prévu. Vous voyez, donc deux approches qui sont très différentes. Moi, je suis très, très négatif, bien sûr. Et Thierry, lui, il a une approche plus philosophique, plus, on va dire, plus humaine, donc des choses. Mais les deux me semblent finalement assez complémentaires. Alors, la vérité, c'est qu'on n'est pas opposés là-dessus. Je pense que c'est la meilleure manière donc d'aborder ces choses-là, mais vraiment, il faut être extrêmement vigilant hein, sur ce qui va se passer dans les années à venir, hein, parce que là, vraiment, on est en train quand même on va dire, de tangenter le danger le plus grave, qui est celui de la suppression de notre cerveau. Hein. Il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, peut-être que Thierry, lui, pense que ça ne se fera pas. Moi, je pense que ça se fera parce que ça s'est déjà fait. C'est déjà fait, mais bon, on peut ne pas être d'accord là-dessus. En tout cas, je voulais vous remercier infiniment. Donc, nous vous remercions infiniment de votre attention. Cette présentation sera disponible demain sur notre site lemarçon.com, hein, donc vous pourrez la revoir si vous le voulez. Et j'espère vous retrouver nombreux donc, la semaine prochaine, mais là sur des sujets qui n'ont rien à voir, des sujets sur l'hyperconvergence, donc finalement la constitution des serveurs de demain maintenant, des serveurs entièrement donc convergents. En tout cas, merci infiniment et donc merci pour votre attention et au plaisir de vous revoir très bientôt.